a commencé quand elle était enfant. Puis, elle a emprunté d'autres voies, mais toujours en relation étroite avec le beau. Obligée de marquer une pause au début de la pandémie, elle a décidé de renouer avec ses premières amours. C'est par et avec les fleurs que Joséphine Givaudan s'exprime désormais. L'audace sonne chez elle comme un mode de vie. Joséphine ose, le sourire grand et les gestes amples. Sa voix exhale la passion et l'amour du contact avec les gens. Rejoignez-la parmi les pâquerettes et les oiseaux, puisqu'on a enregistré dans un parc, et humez le parfum printanier arrosé d'une communicative gaieté. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, fleurissez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous entendrez une histoire de nuit noire et de Finlandais bondissants. Bonne écoute! Bonjour Joséphine Givaudan. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Merci. Et bienvenue à Rennes, puisque c'est toi qui es venue à moi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Merci de m'accueillir. Et alors, j'ai bien envie qu'on plante le décor avant de commencer. Tiens, je vais te laisser le faire. Où est-ce qu'on est là en ce moment ? Alors, on est au parc du Tabor, c'est ça ? C'est je ça. le dis bien. À Rennes, et on est sur une très jolie pelouse qui est parsemée de pâquerettes. Et on entend les oiseaux en arrière-plan. Et c'est tout à fait charmant. On a vu des tulipes qui font la taille de ma main, magnifiquement ouvertes. Et je suis très contente qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Trop cool, bah moi aussi. Et il y a les bruits des oiseaux, je sais pas si on les entendra sur la piste, mais c'est bien agréable d'avoir ce fond sonore pour nous. Alors, pour te présenter, je te propose un jeu. Ok. Le jeu, c'est de te présenter en évitant à tout prix des mots interdits que j'ai écrits sur une carte, que je vais te remettre. Ça marche. Et donc, je te laisse nous dire qui tu es sans employer les mots qui sont sur cette carte. Ok. C'est pas facile. C'est le but. Alors, déjà, je m'appelle Joséphine. Je viens d'avoir 30 ans. J'habite à Paris. Et dans la vie, je fais des compositions. Bien joué. Ah, mais là, c'est quand même très, très difficile. Hein. Je fais des compositions dans lesquelles j'assemble des végétaux colorés. Et ça, je crois que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, la couleur, comment assembler les couleurs. Et ensuite, ce sont des compositions que les gens peuvent s'offrir entre eux. C'est un autre aspect qui me plaît, de l'idée du cadeau, de se faire plaisir, de remercier, de récompenser, de féliciter. Voilà, toutes les occasions qui prêtent... c'est trop difficile. Hein. Je peux pas dire fleurs. Trop tard. C'est bien. Ça me va. C'est trop dur. Non, c'est super dur. Surtout que je t'avais mis toute la panoplie des mots interdits. Fleurs, fleurir, bouquet, j'avais mis quoi d'autre ? Floral. Fleuriste, floral. Ouais, la totale. Alors, maintenant que tu n'as plus de contraintes, est-ce que tu veux ajouter autre chose pour indiquer qui tu es et ce que tu fais ? Volontiers, ce sera plus facile. Ouais. Donc, je suis fleuriste de deuxième métier. Premier, quelque part, chronologiquement, parce qu'en fait, c'est celui que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais enfant. Mais finalement, j'y suis arrivée que dans un second temps. Et voilà, j'ai créé mon studio de création florale en 2022. En réalité, ça s'est fait progressivement depuis 2020. J'ai entamé ma reconversion fleuriste en 2020. Je me suis formée à l'école des fleuristes de Paris. Après, j'ai fait des stages. J'ai commencé à travailler en freelance pour d'autres fleuristes. Et puis petit à petit, je me suis mise dans ce processus de création d'entreprise fin 2021.
Et je considère que c'est vraiment le lancement du site internet en début février 2022 qui, pour moi, a marqué le vrai lancement de mon activité. Ok, super. On va y revenir juste après la première question rituelle de Chamad. Qu'est-ce que le beau pour toi, Joséphine ? Alors celle-là, j'avais beau m'y être préparée, je la trouve hyper difficile. Mais j'y ai un peu réfléchi et en fait, je me disais que la seule façon pour moi de le décrire, c'était de décrire une sorte de sensation, enfin quelque chose que je ressens dans mon corps quand je suis face à un beau moment ou une belle chose ou une belle personne. Et je crois que chez moi, ça se passe dans le ventre. Je suis peut-être pas la seule. Non. Ça fait des petits picotis, comme un petit chatouillement. Et après, c'est assez génial parce que ça remonte et ça chauffe le cœur, ça chauffe la poitrine. Voilà. Mais en réalité, c'est différent à chaque fois, mais il y a quand même une sensation qui se retrouve et qui est vraiment d'ordre physique, quoi. Et voilà. Après, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui déclenche cette sensation, mais je crois que il y a presque ça aussi dans ma définition du beau. Il y a la notion de surprise, en fait. Je crois que le beau, ça me prend toujours un peu par surprise. Et c'est ça qui est bien. Et voilà. Et puis, c'est une vraie bonne question parce que, en réalité, ça fait tellement partie de ma vie que je crois que je me la pose pas assez. Mais le fait de me la poser, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, c'est un besoin. Enfin, c'est-à-dire que je ne pourrais pas m'en passer. et à l'inverse même, j'irais jusqu'à dire que je ne supporte pas le lait, quoi. C'est-à-dire que vraiment, enfin, ça peut paraître extrêmement snob de ma part, mais je pense que je le vis comme une sorte d'agression, quoi. Enfin, j'ai vraiment besoin, pour une sorte d'équilibre personnel, d'être dans un environnement que je trouve suffisamment beau. Quitte à ce qu'il soit neutre, s'il peut pas être magnifique, mais en tout cas, je supporte pas bien d'être dans des endroits que je trouve pas beaux. C'est tout à fait subjectif, mais par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une chambre d'hôtel, enfin, je pourrais pas aller dormir dans un endroit que je trouve pas beau. Je préfère être dans une pièce blanche où il y a rien que dans une pièce où, je sais pas, où il y aurait des éléments de décoration déplaisants. Ouais, je vois bien. Ce qui du coup mène au fait que la plupart de mes amis me laissent choisir les endroits où on séjourne. Voilà. C'est le privilège de capter le beau et d'en avoir besoin, ouais. Est-ce que tu as un exemple là de beau récent qui te revient en tête, récent ou ancien, mais le premier là qui te vient en tête? Alors oui, c'est un tout petit beau. Je sais pas s'il y a des gradations de beau, mais parfois en fait il suffit pour moi en tout cas d'une toute petite chose pour vraiment m'émerveiller, je crois. Et là je pense ça date d'hier, je crois, ou avant-hier. J'étais en train de faire un bouquet et à partir de tulipes, parce que c'est la saison des tulipes. Et c'est des tulipes qui... Alors, je sais pas d'où elles venaient exactement, mais en tout cas qui sont conditionnées par 50, qu'on achète en gros, et qui sont... malheureusement, je pense, calibrées, en fait, qui sont un peu toutes les mêmes. Et donc, elles sont très belles, mais il n'y a pas beaucoup de surprises, justement. Et là, en fait, en préparant ce bouquet à partir de ces tulipes, je suis tombée sur une qui avait une... Alors, je crois que le mot en botanique, je suis pas très forte en botanique, mais je crois qu'on appelle ça un sépale. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la manière dont je le décrirais, c'est un peu la frontière entre la feuille et le pétale. Enfin, c'est une feuille, normalement, qui en général est verte, mais qui se trouve tout près de la fleur, au niveau de la corolle, je pense qu'on dit, la fleur. Et en fait, là, sur cette tulipe, ce sépale était mi-vert, mi-rosé, comme rayé, comme si c'était presque une
une transition en fait vers la couleur de la fleur. Je fais des gestes qui ne vont pas se voir à l'enregistrement, mais c'est difficile à décrire. Mais il y avait un mélange entre le côté improbable de la présence de cet élément qui n'était pas présent sur les autres tulipes, cette couleur comme ça double, et puis une forme un peu comme ça qui très gracieuse qui pointait vers le haut de la fleur. Et je sais pas, j'ai trouvé ça magique en fait. Et c'est drôle parce que dans ces moments-là, je pense que j'ai eu des réactions presque enfantines, en fait le besoin immédiat de partager. C'est-à-dire que je me suis tournée vers la personne qui était à ma droite et je dis « Oh, regarde !» Mais comme si... Et en fait, elle m'a dit « Oui, mais elle a pas partagé mon niveau d'excitation. Ouais. Voilà. Ouais. Mais je crois que j'ai souvent ça, en fait, le besoin tout de suite de communiquer. Mais je crois que l'intensité du beau, elle grandit aussi quand on la partage, quand on le partage. Ouais. Je suis pas étonnée que tu dises ça. Ah, chouette. Et alors, tu l'as mis dans cette tulipe-là, tu l'as mise dans ton bouquet ? Tout à fait. Elle a eu sa place. Ouais. Ah, génial. Tu disais tout à l'heure que, en vérité, tu veux être fleuriste depuis que t'es enfant. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu es venue à la fleur, ou alors comment les fleurs se sont imposées dans ta vie. Si ça remonte à tes 8 ans, très bien. Ou si c'est plus récent, dis-nous, mais... Bah, effectivement, c'est pas facile parce que je crois que quand on est enfant, on se pose pas trop la question, en fait. Enfin, je crois que comme c'est un choix d'enfant, c'est un choix qui était pas vraiment, qui était très spontané, quoi. J'ai eu la chance de grandir à la campagne, donc je pense que de fait, j'étais dans un environnement où les fleurs étaient présentes. Ouais. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment la question du beau, quoi. J'ai toujours trouvé les fleurs fascinantes, en fait, parce que, comment dire, c'est du beau, mais en même temps, c'est du beau qui nous est offert par la nature, qui existe déjà en soi, et le fait ensuite de pouvoir les travailler, les assembler, je sais pas, je trouve que c'est un privilège, en fait, immense. Et donc, ouais, je sais pas, enfant, ça me semblait... j'ai du mal à répondre parce que pour moi, c'était comme une évidence, je crois. Et voilà, et puis après, la vie m'a menée ailleurs pour plein de raisons. Bon, j'étais quand même pas très loin du beau parce que j'ai étudié l'histoire de l'art, donc j'étais quand même... toujours un peu sur les mêmes sujets. Et après, la manière dont c'est revenu, donc c'était très lié pour moi je dis toujours c'est une reconversion Covid, mais c'est vrai, c'était très lié à la période du tout premier confinement, où j'ai été en fait vraiment stoppée net dans mes précédentes activités, et donc je pense que il y a eu une sorte de temps de pause qui s'est imposé à moi, et donc qui m'a permis de faire le point et de mener une réflexion en profondeur que j'aurais pas eu l'occasion de faire si j'avais continué à être dans le flow permanent de ma précédente existence. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que le plus dur quelque part, ça a été de reconsidérer ce que j'étais en train de faire et de prendre la décision d'arrêter. Mais une fois que ça a été fait, je savais exactement ce qui allait venir après, en fait. Je suis pas passée par un processus de questionnement sur quelle pourrait être ma nouvelle activité. Dès que ça a été possible, je sais pas, je me suis dit bon bah go quoi. Ça y est, c'est maintenant. Ouais. Alors que c'était pas du tout dans ton esprit avant, dans ton activité, dans tes activités précédentes. Bah c'est vrai que c'est curieux. Ouais, c'est drôle. Je pense que c'était en dormance, quoi, en arrière-plan, et alors c'est toujours, de toute façon c'est toujours comme ça dans la vie, c'est très facile après de réécrire l'histoire a posteriori. Bien sûr que j'ai acheté des fleurs, bien sûr que les fleurs étaient présentes, mais c'était pas conscient. J'ai envie qu'on parle d'audace maintenant. Ton entreprise s'appelle Oser Joséphine. Exact. J'aimerais savoir si
Tu as toujours été culottée ou audacieuse. Si le fait d'oser, c'est quelque chose qui est naturel chez toi depuis toujours, ou si c'est quelque chose que tu as cultivé avec le temps. Je pense que c'est là depuis toujours. Ok. Je pense que ça fait vraiment partie de moi. Et j'en ris parce que je pense que parfois ça me met dans des situations un peu absurdes. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une de mes grandes forces. Enfin, je pense que j'aurais pas du tout fait un certain nombre de choses que j'ai eu la chance de faire si j'avais pas osé, en fait. Je pense que ma vie a été une suite de moments où j'ai osé. Et après, une chose mène à une autre. Et voilà, mais oui, pour moi, c'est la question de l'audace, elle est centrale. J'ai plein de choses à dire sur oser, mais... Vas-y. Si ouais, vas-y, parce que j'ai pas fini de t'interroger là-dessus sur le fait d'oser. Tu disais c'est là depuis toujours. Tu penses que c'est toujours une question difficile, mais tu penses que c'est inné chez toi ou que c'est quelque chose que ton entourage t'a aidé à cultiver? Est-ce qu'on t'a poussé là-dedans? Est-ce que tu viens d'une famille où justement on se pose peu de questions et on fonce et on essaye des trucs et... Complètement, ouais. Je pense que c'est transmis. Enfin, c'est peut-être en partie inné, en partie transmis, mais ça vient pas de nulle part, c'est sûr. Moi, j'ai eu une relation très très proche avec ma mère, et je pense qu'elle était comme ça. Mais d'ailleurs, voilà, peut-être aussi qu'il faut trouver la bonne mesure par rapport à ça. Ma mère, parfois, elle avait tendance à presque trop oser, je pense. Je sais pas si on peut trop oser, mais elle avait un côté... parce que pour moi, je sais pas quelle est la définition exacte, la frontière entre audace et courage, mais ma mère était pour moi quelqu'un de très courageux, et elle avait un côté battante, quoi, un côté... je pense qu'elle était un peu en lutte avec les choses, et c'est ça qui lui a aussi donné la force de faire plein de merveilles. Et en même temps, moi, j'essaye de faire attention à pas non plus trop aller dans cette direction-là. Enfin, je trouve qu'il faut trouver la bonne mesure entre oser et en même temps ne pas forcer les choses, quoi. C'est quoi ta boussole, justement? À quel moment tu sais que tu es à la limite de forcer? Je pense qu'il faut être à l'écoute des autres, parce que en général... on fait pas les choses tout seul. Souvent, les situations se passent à plusieurs, et je pense qu'il faut s'assurer que les choses sont toujours ok pour les autres aussi. En fait, c'est ça, c'est que si on me dit non, c'est très important pour moi de respecter le non. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui et qui m'auraient pas dit oui si j'avais pas, je sais pas, si j'étais pas apparue dans leur vie. De manière un peu inattendue, quoi. Et à chaque fois que tu oses, c'est il y a peut-être des degrés, mais tu ressens un frisson où tu te dis, il y a une zone de danger. Carrément, mais je crois que j'aime bien ça. Ouais, t'as raison. C'est ça. Ouais. T'as senti le truc, ouais. Je pense que, en fait, je crois que ça m'amuse pas d'obtenir les trucs par la voie classique, en fait. Je crois que j'aime bien ça. J'aime bien, je crois que je me sens vivre aussi quand j'ose des trucs. Y a des choses qui sont plus ou moins racontables, mais tu vois, l'autre jour, je me souvenais d'une histoire où, par exemple, un jour, je suis sortie marcher dans la rue et j'étais nue sous mon imperméable. Tu parlais de frisson, en fait, c'est incroyable comme double sensation. Frisson, froid et danger. Non, mais tu vois, c'est des trucs, je sais pas, je regretterais si je l'avais pas fait, quoi. Bon, il y avait un contexte. J'imagine. Mais c'était un cap ou pas cap, ou c'était Non, c'était plutôt un jeu de séduction avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Ok. Mais je pense que je l'ai fait aussi pour moi, quoi. Voilà, après j'ai des moments beaucoup plus racontables, notamment ma vie professionnelle, ça a été beaucoup ça, en fait, le besoin de décrocher un stage un peu en dernière minute. J'étais du genre à me pointer à la veille de l'ouverture et à
à déposer mon CV enfin, jusqu'à ce qu'on me dise oui, quoi. Enfin, comment dire, je suis pas la fille qui envoie un mail et qui attend 3 semaines qu'on me réponde, quoi. Ouais. J'admire beaucoup Chacun ça, en pensera ce qu'il voudra, peut-être que... Mais moi, j'admire beaucoup. Parce que je suis plutôt dans la team mail et moins maintenant, mais... j'admire ça parce que je trouve que avoir ça tôt, quand on n'a pas une grosse différence d'âge, mais toi, t'as ça depuis bien plus longtemps que moi, un peu. Et je trouve ça admirable parce que c'est un peu étrange pour moi, en fait, tu vois, de me frotter à des gens qui se posent peut-être moins de questions et en tout cas qui n'ont pas peur on parlait de rejet avant d'enregistrer. Probablement que t'as moins ça, la peur du non, la peur d'être dégagé ou que c'est même peut-être pas l'enjeu, en fait. Ça dépend des situations. Je crois que c'est pas l'enjeu, c'est vrai. Et je crois surtout qu'en fait, plus tu le fais, moins t'as peur, quoi. Ouais. Quand même, ce que notre échange là m'évoque, c'est que pour moi, il y a aussi quelque chose de très genré, en fait, dans cette peur du rejet, dans le fait de ne pas oser. Et je crois que consciemment ou non, c'est des choses qui m'animent depuis longtemps. Le fait pour le coup, de lutter, là, le mot est bien choisi, contre je ne sais quelle contrainte qui serait spécifique, en fait, au fait d'être une femme. Enfin, je vois pas pourquoi... Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est que je suis sûre que... un homme et une femme qui auraient le même comportement, on va dire c'est une femme qui ose, alors qu'en fait un homme, il est juste dans son rôle d'homme. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Donc ça, je crois que ça me révolte et du coup j'ai envie aussi de me positionner autrement, quoi. Ouais, d'incarner le fait d'oser, mais naturellement sans la question de je suis une femme et j'ose versus un... Ouais, je vois très bien. Très bien, bravo. Rien que pour ça, je vais peut-être le faire beaucoup plus. Moi, je me dis aussi que oser, c'est rêver grand. Ouais. Et j'aimerais savoir à quoi tu rêves si t'as zéro limite financière, temporelle, etc. Comment tu rêves ta vie ? Qu'est-ce que tu rêverais d'y mettre ? Comment tu rêverais de la vivre ? C'est une question géniale. C'est une question géniale parce que je pense que je rêve beaucoup et qu'en même temps, je me mets énormément de limites et tu viens de les citer, ne serait-ce que la question financière, quoi. C'est terrible parce que je suis tout le temps en train de censurer. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma vie si tout était possible ? Ouais. Bah là, c'est vrai que déjà, j'aimerais avoir un atelier de fleuriste qui soit grand, qui soit spacieux, qui soit lumineux. Ça, c'est vachement important pour moi de travailler dans un environnement lumineux et aussi tu l'as peut-être remarqué, j'aime beaucoup faire des photos. Et je trouve qu'une belle photo, elle est essentiellement conditionnée par la lumière. Bon, déjà, je suis pas capable de me servir de flash, mais en plus, je préfère faire de la photo en lumière naturelle. Donc voilà, j'adorerais avoir un lieu qui soit grand et puis surtout qui me permette de recevoir du public. Ça, ce serait chouette. Alors, je pense que ce serait pas... comme j'aime pas faire trop les choses dans les règles, ce serait pas une boutique au sens traditionnel du terme, qui serait ouverte de 9h à 20h ou je ne sais. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un lieu où je puisse peut-être aussi faire des ateliers, par exemple, faire des shootings photos à plus grande échelle. Je crois que c'est mon rêve le plus immédiat. Après, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais voilà, c'est le souhait que je lance à l'univers aujourd'hui. T'es dans un bel endroit pour On lancer est d'accord. ce souhait. Ouais, c'est parfait. C'était pas prémédité, mais c'est parfait. Aujourd'hui, est-ce que tu voudrais bien nous décrire un moment de création d'un bouquet, par exemple, ou d'une composition florale de ton choix? À quoi ça ressemble, tu vois, en termes d'environnement sonore, en termes d'environnement visuel, où tu es, comment tu es,
comment t'es habillée, par exemple, qu'est-ce que t'écoutes, etc. Donc le moment vraiment de faire le bouquet, quoi. Ouais. Alors, j'ai toujours peur que ça me décrédibilise, mais comme je viens de parler de lieu, je vais tout dire. Je suis actuellement dans mon salon. Donc Très bien. En fait, je suis dans un environnement très intime qui me permet, pour répondre à ta question, d'être habillée en pyjama si je le souhaite. En réalité, je suis pas en pyjama, mais voilà, je suis à l'aise. Enfin, en fait, je suis seule. Il y a personne qui me regarde et je pense que j'aime bien en fait le confort de cette intimité-là. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a quelque chose de très intime à faire des bouquets. Qu'est-ce que j'écoute Parfois, il y a un fond musical, mais c'est de la musique, enfin plutôt calme et voilà. Et puis, plus généralement, c'est silencieux. Je pense que ça, c'est pareil. J'aurais du mal à le décrire, mais pour moi, il y a un côté presque méditatif en fait. Il y a quelque chose qui se passe et je pense que c'est cette sensation-là aussi que probablement je recherchais en devenant fleuriste. Mais mais je pense que ça, c'est d'ailleurs, ça pourrait être dans n'importe quel type de création. C'est pas forcément spécifique au fait de faire un bouquet, mais il y a un moment où il y a quelque chose qui lâche et on est pris dans ce qu'on fait. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'au début d'ailleurs, je m'étais dit... Parce qu'avant, j'étais dans des activités très intellectuelles où je faisais beaucoup marcher ma tête et où c'était fatigant aussi. Et je faisais pas du tout marcher mon corps. Il y avait un déséquilibre dans ce sens-là. Et je m'étais dit, c'est bien, quand je travaillerai avec mes mains, je pourrais réfléchir en même temps. Enfin, je pourrais penser ou je sais pas, tu vois. Faire deux trucs qui n'ont rien à voir mais en même temps. Ouais. Mais la fille, complètement, tu vois. Optimiser mon temps. Et en fait, pas du tout. Au contraire, il y a l'effet inverse où ça vide la tête. Et je sais pas, on est complètement... Enfin, moi, je suis complètement concentrée sur ce que je fais et ça me fait du bien. Et quel rapport t'entretiens avec les clients et les clientes qui te commandent des bouquets au moment où t'es en train de faire les bouquets? Alors, au moment où je suis en train de le faire, ils sont pas présents. Ouais. Donc, en général, en fait, on se parle en amont, au téléphone, le plus souvent. Ça, c'est chouette que ce soit au téléphone et pas par mail ou dans un truc. Ah oui, alors ça, c'est vrai. Sauf si les gens, voilà. Mais je crois que c'est pas arrivé en fait, sauf si les gens ne souhaitaient pas qu'on se parle. Mais en général, la manière dont ça se passe, c'est que soit ils passent commande directement par téléphone et dans ce cas, voilà, soit ils envoient un mail, soit ils passent par le site internet. Mais moi, je décroche toujours mon téléphone pour dire j'ai bien reçu votre commande. Je pense que c'est aussi, je suis en début d'activité, donc pour moi, c'est de toute manière très important de remercier les gens un par un pour la confiance qu'ils m'accordent. J'aime bien leur demander aussi comment ils m'ont trouvé. Et puis effectivement s'ensuit un temps d'échange qui est plus ou moins long, mais où moi j'aime bien savoir alors en général c'est des cadeaux, donc en savoir un peu plus sur le destinataire, ou alors savoir dans quel environnement le bouquet va être placé. J'ai eu la chance là il y a pas si longtemps d'être contactée par une personne qui est architecte d'intérieur, architecte je crois. Ok. Et qui m'a envoyé vraiment plein de photos du vase dans lequel elle voulait mettre le bouquet, de la commode sur laquelle il allait être posé. Ah ouais. Elle fait aussi de la peinture, donc il y avait un de ses tableaux en arrière-plan. Et en fait, c'est vrai que moi, j'adore ça. Plus j'ai d'éléments, plus ça me donne de points de départ pour ensuite tricoter à partir de là, quoi. Donc oui, ce temps d'échange, il est très important. Ok. Et après, ouais, quand tu crées le bouquet, t'as déjà... construit l'idée que tu t'en faisais et ce à quoi il va ressembler à la fin, ou t'es dans une espèce d'improvisation avec les fleurs à disposition? Oui et non. Enfin, je pense que ça se construit progressivement depuis le premier échange téléphonique jusqu'à en fait le moment où je vais acheter les fleurs, qui pour moi est hyper important. Parce que du coup, c'est ça aussi la différence avec un fleuriste plus traditionnel, c'est que moi, j'ai pas de stock. Donc en fait, je vais acheter des fleurs en fonction de chaque commande. D'accord. Donc je les choisis spécifiquement. Et là, c'est vrai que parfois j'arrive avec des idées en tête qui peuvent être des idées de couleurs, par exemple. Bien sûr, selon les saisons, les fleurs disponibles sont pas les mêmes non plus. Mais j'aime bien aussi le côté me laisser surprendre par ce que je vais trouver au marché ce matin-là. Et voilà, parfois je vais trouver
une variété qui va m'attirer et puis construire à partir de là. Et puis de toute façon, ça continue à se construire jusqu'au bout et je suis toujours la première surprise à la fin parce qu'en fait, même avec, alors d'ailleurs, je dérive, mais ça me fait penser à ça quand j'étais en formation à l'école des fleuristes. On était assez nombreux, on était 25, je pense, un groupe de, je sais plus exactement, peut-être moins. Et en fait, on avait tous les mêmes fleurs, on avait tous la même quantité de fleurs, les mêmes, voilà. Et en fait, il en sortait des bouquets différents. Okay. Et donc, je trouve que ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire que même une fois que j'ai fait ma sélection de fleurs, il y a encore une marge d'évolution en fait qui est grande. Ouais, singulière et chacun avec sa patte et sa sensibilité. Ça me fait penser à Top Chef. C'est la cata. Et d'ailleurs, tu parles de vase là de ta cliente architecte. Ouais. Je sais que tu lances et tu fais des collaborations là en ce moment avec une porcelainière, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui t'anime dans le fait de faire des collaborations avec des gens dans des métiers annexes et parallèles aux fleurs. Qu'est-ce que tu recherches là-dedans? Qu'est-ce que je recherche là-dedans? Je pense que c'est le fait de croiser des sensibilités. Là, c'est des vases, mais ça pourrait être autre chose. J'ai fait aussi des collaborations avec des photographes, par exemple. Oui. J'aime bien, je sais pas comment dire, c'est très important pour moi d'avoir ma propre entreprise, mes propres créations, mais en même temps, à aucun moment je souhaite que ce soit une aventure solitaire. J'ai très envie d'aller à la rencontre d'autres gens qui créent eux aussi des choses et oui, je crois que je suis assez fascinée par ce qui peut ressortir de la rencontre de deux univers. Alors après, bien sûr, c'est des gens qui sont quand même pas choisis tout à fait au hasard. Je pense qu'on a déjà des choses en commun et donc forcément il émerge de ça. Voilà, j'espère des choses qui seront réussies. On verra. C'est pas encore fait, mais voilà. Après sur la question du vase plus spécifiquement, ça s'est fait un peu. C'est aussi un peu une suite de j'ai pas envie de dire de concours de circonstances parce qu'en fait je pense que c'est pas du tout un hasard mais en tout cas de choses qui se sont présentées. Elle s'appelle Camille Le Châtelier, la porcelainière, et pour le coup c'est elle qui m'a contactée et j'ai accepté et voilà, je suis ravie de faire cette collaboration avec elle. Mais c'est vrai que les vases pour moi c'est très important. Je trouve que, et d'ailleurs tout à l'heure tu me demandais comment je travaillais. Souvent le vase est un point de départ pour moi. Ok. Après, c'est différent quand j'ai des clients qui me commandent un bouquet seul. Bon, je procède différemment, mais ma manière préférée de travailler, c'est celle-là. C'est de dire, j'ai un vase, qu'est-ce que je mets dedans? Oui. D'ailleurs, ils sont très présents sur ton site. Les vases, ils ont une vraie place prédominante, en fait. Oui, c'est vrai. Presque trop. On m'a dit que cette photo de couverture, là, c'était gênant qu'il n'y ait que des vases et qu'il n'y ait pas de fleurs. Je vais la changer. mais j'adore. Je pense que j'adore les vases. Alors, je pense que peut-être ça se croise un peu aussi avec l'ancienne vie. On en parlait tout à l'heure en off. Je faisais de la gestion de collection d'œuvres d'art avant d'être fleuriste. Et donc, je pense que il y a sans doute un goût pour l'objet. Alors là, c'est plutôt de l'objet d'artisanat que de l'objet d'art, mais en même temps, pour moi, la frontière, elle est très très mince. Ouais. Et puis voilà, je pense que c'est aussi une manière pour moi de faire une collection qui est dans mes moyens, tu vois. Des vases, c'est quand même pour moi plus abordable que ne le seraient des toiles de maître. Et donc voilà, je pense qu'en réalité, j'ai quand même un peu l'âme collectionneuse et j'aime bien l'idée d'assembler des objets. Et là, en fait, donc tu les loues, en fait, c'est ça, les vases, en même temps que tu vends le bouquet, on peut recevoir et le bouquet dans son vase. Ouais, je voulais pas, j'avais pas envie de me lancer dans du business de vase, parce que j'ai pas vocation à faire de l'achat et de la revente, quoi. Ça m'intéresse pas. Pour moi, il y a pas de dimension créative là-dedans. Mais en même temps, je dis ça aujourd'hui et peut-être que ça changera. Mais donc voilà, j'aimais bien la solution de la location aussi parce que bon, je suis à Paris, on est nombreux à vivre dans des petits espaces et puis les vases, bon, je disais que c'était abordable, mais c'est pas non plus toujours donné. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir 10 vases chez eux pour plein de raisons différentes. Et moi, je suis partisane de un vase, un bouquet, quoi. Je trouve qu'on peut pas.
même avant d'être fleuriste, je me suis trouvée dans ces situations frustrantes d'acheter un bouquet puis de rentrer chez soi et de dire mais mince, j'ai pas le bon vase, quoi. Ouais. C'est trop dommage. Donc voilà, je trouve que le fait de prêter et du coup d'avoir la chance de tourner en fait, c'est une bonne solution. Ouais, j'adore cette idée. Ouais, génial. Est-ce que ça te dit qu'on joue ? Ouais, carrément. Alors, je fais souvent un ping-pong avec mes invités. Là, je te propose un ping-pong floral. Ok. Restons dans le thème. Restons dans le thème. Ça veut pas dire qu'il faut forcément donner des noms de fleurs, mais il faut que ça soit dans le rayon floral. Donc, je pense que tu vas me coincer avant que je te coince, donc on va voir. On va voir où on va aller. Je ne sais pas. C'est pâle. C'est moi qui commence. Avec le chant du coq. Je commence par lotus. Tu sais ce qui m'est venu? Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Oui, vas-y. C'est absurde. J'ai pensé et bouche cousue, alors que c'est pas l'expression. C'est pas du tout ça. Pardon. Lotus, Asie. Asie, ok. Ikebana. Art. T'as dit art? Ouais. Ok. Van Gogh. Tournesol. Chant. Colza. J'en ai vu plein ce week-end. On enregistre en avril, au fait. Donc c'est la saison des tulipes et du colza. Mais oui, en fait, j'en ai vu magnifique dans le train en venant jusqu'ici. C'était dans la brume, c'était incroyable. Ah, waouh. Alors, colza. Agriculture. Je fais une grimace. Agriculture, j'ai dit. Agriculture. Éco-responsable. Ah. Avenir. Planète. Verte. Bleu. Alors attends, bleu. Myosotis. Je crois qu'en anglais, myosotis, on dit forget me not. Oui. Je sais pas si on a le droit à l'anglais. Si, tu peux. Tu vois, tu me coinces. Alors, pas sur l'anglais, mais sur la direction. Je vais dire le truc qui me vient. Je sais pas le lien. Bon, rose rouge. Mauvais goût. J'adore l'association du rose et du rouge. Entendons-nous bien. Bien sûr. Mais alors, je vais dire un truc, mais je vais pas aller au bout de... Celles et ceux qui comprendront, et les autres, tant pis, je pourrais expliquer si vous me demandez. Mauvais goût, je dis tulipe. Je sais pas si toi tu vas comprendre. Non, j'ai pas compris. Je te dirai après. Tulipe Hollande. Amsterdam. Ah si. Peinture flamande. Ah oui. Allez, j'en dis un dernier, je te laisserai le mot de la fin. Peinture flamande. Rose. Ah mince. Parfum. Ah, super. Pour finir sur le floral, génial. Ah, merci Joséphine. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir ce que ça te fait de faire plaisir aux autres grâce aux fleurs. C'est hyper important pour moi, ouais. Bah, ça me fait plaisir. Oh, c'est nul comme réponse, mais c'est vrai, je pense que je suis pas la seule. Le plus grand plaisir, c'est de faire plaisir. Qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça te provoque un truc on parlait de sensations corporelles tout à l'heure avec le beau. Est-ce que tu vois en plus toi tu livres les bouquets chez les gens. Est-ce qu'il y a une sensation particulière ? Ouais, c'est vrai. T'as raison. Encore hier, on m'a posé la question est-ce que c'est vous qui livrez ? Et en fait, bon, je pense que cette ligne-là, je pourrais pas la tenir très longtemps. Ça devient déjà problématique, donc. Je vais être obligée à un moment de déléguer à des livreurs, mais tant que je peux, j'adore l'idée d'aller livrer parce que ça me permet de rencontrer les gens et en fait, naturellement, il y a toujours un temps d'échange.
il y a une fois où ça n'a pas eu lieu et en fait, je l'ai hyper mal vécu. Où la personne, mais bon, le contexte était très particulier. C'était un bouquet de deuil et voilà. Et je pense que cette personne n'était pas du tout en condition, voilà, pour avoir un échange au sujet de fleurs. Et c'est vrai que sinon, oui, il y a toujours un échange. Je sais pas, j'arrive pas à te répondre. Mais en fait, si, pardon. Parce que je pars trop loin, il faut que je reste sur des choses simples. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, quand la personne ouvre la porte et que je lui tends le bouquet, il y a toujours ce sourire. Ah ouais. Et en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça qui résume tout. C'est que l'idée de pouvoir juste, l'espace d'une fraction de seconde, mettre un sourire sur le visage des gens, et je trouve ça fabuleux en fait. Ces gens que je ne connais pas, que peut-être je reverrai jamais, j'arrive et ils sourient en fait. Et ça, c'est génial. Je crois que c'est juste ça en fait. Et moi, je souris aussi, bien sûr. Bon, d'ailleurs, là, quand tu le racontes, t'as tout ton corps qui se déploie, en fait. C'est hyper beau. Ça, c'était un truc important dont t'avais conscience quand tu te disais ma prochaine activité, mon prochain métier, ma prochaine vie. Il faut qu'il y ait cette dimension humaine et cette dimension joyeuse dans ce que je vais faire. Sans doute, je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais ça, oui, ça fait partie de moi. Je pense que quel que soit le métier que je choisisse, peut-être d'ailleurs que je serai pas fleuriste toute ma vie, on verra. Ouais. J'ai besoin de ça, j'ai besoin j'ai infiniment besoin de ce contact humain et que ce soit quelque chose de joyeux, c'est très important pour moi, ouais. Oui, et d'ailleurs, les années immédiatement précédentes, j'étais en thèse. Et en fait, c'est très solitaire, la thèse, quand même. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un effet un peu rebond, je sais pas comment dire, mais je pense que j'avais d'autant plus envie qu'il y avait sans doute eu un peu de frustration avant. Et donc, là, j'ai très envie d'aller au contact des clients, ouais. Ouais. Il y a 2 autres trucs que je vois dans ton approche de ton métier. Alors la première, tu as évoqué le mot éco-responsable tout à l'heure. Il y a vraiment cette dimension J'adore d'ailleurs, tu as des expressions sur ton site que je trouve vraiment savoureuses, où tu dis que les fleurs que tu utilises pour tes bouquets n'ont pas pris l'avion, que c'est des fleurs de pays, je crois, tu cites aussi. Enfin, tu as vraiment des belles expressions sur ton site. Ça, c'est... tu l'envisageais pas autrement quand tu t'es dit je vais devenir fleuriste. C'était important pour toi de t'inscrire dans une démarche éco-responsable. Ouais, c'était essentiel. Enfin, et d'ailleurs c'est marrant, parce que moi je suis pas du tout formée aux questions de marketing et voilà, donc j'apprends en faisant. Et en fait il y a plusieurs fois des personnes qui m'ont dit mais tu mets pas assez ça en avant, il faudrait que tout soit vert, que tu vois, que tu mettes le paquet sur le côté. Et en fait alors malheureusement je me souviens plus du nom de cette personne, mais j'avais entendu une interview d'un jeune fondateur d'entreprise, je crois que c'était des vêtements lui, qui disait mais en fait en 2022 c'est plus une question, enfin c'est-à-dire que la dimension éco-responsable de votre entreprise ça ne devrait presque pas être un argument de vente, ça devrait être un prérequis. Exactement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que c'est ma vision des choses, mais je trouve que quelqu'un qui créerait une entreprise maintenant en ne prenant pas du tout en compte cet aspect-là, ce serait presque absurde, quoi. Après, je pense qu'on fait tous de notre mieux aussi avec ces questions. Moi, j'essaye d'avoir ça en tête le plus possible, mais bien sûr que c'est pas parfait et ça peut toujours être amélioré, mais je pense que c'est essentiel de l'avoir en tête, bien sûr. Ouais. Surtout dans le milieu de la fleur où moi je trouve que c'est assez opaque. Tu vois, par exemple, les fleuristes chez qui je vais, c'est pas chez tous hyper évident en fait d'où viennent les fleurs. Si c'est des fleurs françaises, si c'est des fleurs européennes, c'est pas écrit dessus en fait. Et exactement, il n'y a pas de législation en ce sens en fait, donc il y a pas d'obligation légale à afficher la provenance des fleurs, ni pour le consommateur final chez le fleuriste, ni même en fait pour nous quand on va chez les fournisseurs. C'est ça qui est fou. Alors après, il y a un peu des techniques. On sait par exemple selon le type de seau dans lesquels elles sont, le type de bac. Tu vois, il y a un peu des indices. Et puis il y a quand même parfois c'est écrit sur les emballages. Enfin, il y a des moyens de savoir. Hein, c'est pas non plus. Mais
c'est pas du tout des informations qui sont valorisées, quoi, qui sont... Alors, je dis ça et en même temps, c'est pas vrai parce que je pense que c'est en train de changer. Là, il y a eu une vraie prise de conscience depuis quelques années. Ah oui, alors j'en profite pour citer le collectif de la fleur française qui fait un super travail. Je suis assez fière parce que je les ai rejoints cette semaine, là, il y a 3 jours. Ah, génial. Mais je suis pas encore très active parce que voilà. Tu viens d'arriver. mais ils font un travail très très important de sensibilisation et en fait de pédagogie. C'est ce que tu disais, comme l'information est assez peu disponible, le consommateur lambda, et moi la première, avant de devenir fleuriste, on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qu'on achète et on n'a même pas conscience en fait de quels sont les réseaux de production et de distribution. Moi, la première fois que j'ai appris qu'il y avait des fleurs qui venaient du Kenya par avion frigorifique, enfin, tu vois, ça m'a fait un effet. Ouais. Je pensais même pas que c'était possible en fait. Non seulement c'est possible, mais alors malheureusement j'aurais dû me préparer sur les chiffres, je ne les connais pas, mais c'est une part énorme de ce qu'on trouve ensuite chez les fleuristes dans toute la France, quoi. Et dans toute l'Europe. Enfin. Et d'ailleurs, pas forcément sur des fleurs dites très exotiques. Ça peut être des fleurs très classiques, en fait. C'est vrai, ouais, tout à fait. Oui, cette notion de fleur exotique, elle est trompeuse. Là, il y a quelques temps, j'ai fait un bouquet... parce que moi, je suis pas très fleur exotique, normalement. Enfin, je sais pas, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que ça m'attire pas tellement. Mais là, j'ai fait un bouquet dans lequel j'ai mis des strelitzia. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Ah si, j'ai vu ta photo. T'as fait une photo. C'est ce qu'on appelle aussi les oiseaux de paradis. Enfin, non, je crois que c'est pas exactement la même chose, mais enfin, ça ressemble. Ok. Oui, il y avait une photo, tout à fait, ouais. Et en fait, celle-ci, elle venait du... Je sais pas si on dit un ou une strelitzia. Un strelitzia. Ceci, il venait du Var, en fait. D'accord. Donc tu vois, ça pourrait avoir l'air... Enfin, quelqu'un m'a dit « Ah, t'as fait un bouquet avec des fleurs exotiques ?» Oui et non, je pense que ce sont sans doute des fleurs au départ d'origine exotique, mais enfin, on les cultive chez nous aussi, quoi. Donc oui, après... Pareil pour les orchidées, par exemple. Aujourd'hui, on cultive des orchidées en France, je pense pas dire de bêtises. Alors, c'est sans doute sous serre. Après, il y a cette question-là aussi. Moi, je suis pas experte de tout ça, mais c'est difficile. En fait, il suffit pas de dire fleurs françaises parce que parfois il y a des choses qui sont produites en France, mais si c'est dans des serres qui sont chauffées jour et nuit, bon, en réalité c'est pas idéal non plus. Ouais. La culture uniquement de pleine terre, je crois qu'elle est quand même assez rare aujourd'hui. Voilà, on fait au mieux avec ce qui existe et ce qui surtout est en place depuis de nombreuses années. Donc c'est difficile à déconstruire et à reconstruire et ça prend du temps en tout cas. Ouais. Comme le fait d'oser chez les femmes ou chez les hommes. Exactement. Je parlais de 2 dimensions tout à l'heure sur lesquelles tu mets beaucoup de soins. Je trouve la seconde, c'est... Enfin, il y en a plein d'autres, mais les 2 auxquelles j'ai pensé. La deuxième, c'est que tu écris. Je trouve super bien et tu fais ton site, enfin je te l'avais dit, hein, mais ton site est super joliment écrit, tes posts sur Instagram ils sont très léchés, il y a des très belles photos mais il y a aussi des très beaux textes et ça c'est un truc que tu t'es découvert ou tu t'es dit j'adore écrire, ça tombe bien, je vais pouvoir mettre en valeur mes bouquets par de l'écrit aussi, ou autre scénario. Je suis trop contente de discuter avec toi parce que tu me poses des super questions. Ah, écoute. Merci. Ouais, l'écriture, c'est vachement important pour moi depuis toujours. J'adore écrire, enfin j'aime ça. Et je pense que c'est comme tout, quand on prend du plaisir à faire les choses, sans doute que ça se sent. Enfin, et alors, est-ce que c'était déjà présent ? Oui, parce que j'ai quand même, enfin, notamment dans mes études, j'ai eu l'habitude d'écrire. Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui était nouveau pour moi et qui était hyper excitant. C'était de me dire, je peux écrire comme je veux, en fait. Je pense que j'ai, je peux le dire maintenant. Pardon à mes anciens professeurs qui m'écouteront peut-être. Mais je pense que j'ai beaucoup souffert en fait de l'écriture dite académique. Tu vois, la note de bas de page,
Enfin voilà, toutes les contraintes qui viennent avec tout ça. Et même si je comprends l'utilité d'écrire de cette manière-là dans un certain contexte, pour moi, ça a été très difficile en fait de me plier, même bien avant la thèse, dès le collège, dès le moment où on avait des rédactions, des dissertations, etc. Ça a toujours été dur de dire. Après, j'ai fait un moment de ma vie aussi où j'ai fait une licence de droit. Et alors là, c'était le format 2 parties, 2 sous-parties. Mais pour moi, c'était un enfer. C'était horrible. C'était affreux, quoi. Puis le jargon juridique, je te laisse imaginer. C'est encore un autre moment. Enfin, tu sais. Je vois bien. Oui. Donc voilà. Donc là, c'est pas tellement le fait d'écrire que d'écrire comme je veux, en fait. C'est une joie immense. Donc je me permets effectivement d'écrire un peu des bêtises parfois, un peu des blagues. Mais je crois que c'est moi, quoi. Mais c'est génial, en fait, que tu puisses, via la fleur, révéler d'autres facettes de toi qui n'ont, a priori, rien à voir. Parce que les mots... si, il y a tout un... Évidemment, la poésie, les fleurs, il y a des liens directs je pense aussi, dans la littérature, bien sûr. Mais je sais pas, quand je te lis, je trouve qu'on est encore dans un autre créneau. Tu racontes des histoires avec les bouquets que tu livres, avec les séances photos que tu fais. Enfin, il y a vraiment un univers complet et très beau en fait autour des fleurs que tu as créé, je trouve. J'ai plein de choses à répondre à ça, mais eh ben, vas-y. Non, mais je pense que déjà qu'en fait c'est Enfin, j'ai pas besoin de me forcer parce que je pense que c'est une manière de vivre ma vie, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je me dis pas, tiens, je vais écrire un texte pour Instagram et je vais le rendre poétique, tu vois. Enfin, bien sûr. Je sais pas comment dire. Tant mieux. En fait, je pense que la scène, je l'ai vécue comme ça et du coup, je l'ai juste retranscrite, quoi. Mais je pense que dans ma vie au quotidien, je me raconte des histoires tout le temps. Et que là, c'est juste l'occasion de les mettre, j'allais dire sur le papier, non, sur l'écran. Mais voilà, après... Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que je pense que... Enfin, je m'en suis rendu compte là récemment. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me connaissent pas du tout et qui perçoivent un certain nombre de choses. Et puis après, il y a des gens qui me connaissent plus ou moins bien et qui perçoivent d'autres choses. Et je m'en rendais pas forcément compte, c'est en discutant avec les uns et les autres. Et j'ai ma sœur notamment qui a lu mon site internet et c'était très curieux de voir... qui me connaît très bien et de voir tout ce qu'elle arrivait à capter. Ouais. Je fais des signes avec mes mains. Ça voulait dire capter. Ouais. Et par exemple, tu vois, j'en dis juste une parce que tu l'as relevé tout à l'heure. Tu m'as dit fleur de pays, l'expression fleur de pays. Et ça, effectivement, c'est une... Bon, il y a peut-être d'autres gens qui l'utilisent, mais je crois que c'est quand même une invention. Et en fait, il y a une private joke derrière ça, mais que personne, à part peut-être 2 personnes, mais qui est pas, voilà. En fait, quand j'étais adolescente, j'habitais à Toulon avec mes parents, dans le sud de la France. Et avec ma mère, toutes les semaines, on allait faire le marché, Cours Lafayette, ça s'appelait. Cette grande rue. Et en fait, il y avait des marchands de fruits et légumes. Il y avait vraiment cette ambiance très particulière, cette profusion. Enfin, j'adorais en fait aller faire le marché avec ma mère. Et il y avait beaucoup de vendeurs maghrébins, parce que Toulon, voilà, c'est Marseille. Enfin, il y a beaucoup aussi d'Algériens qui sont arrivés, ou de pieds noirs qui sont arrivés après la guerre d'Algérie. Bref. Et donc, il y avait un vendeur, je me souviens ce jour-là, qui vendait, je crois, des melons ou quelque chose comme ça. Et ma mère lui dit, ils viennent d'où vos melons? Ils sont d'ici? Il lui dit, ils sont du pays. C'est des melons de pays. Et elle lui dit, mais de quel pays, monsieur? Du pays, de mon pays. Et en fait, c'est marrant, parce qu'après, c'est resté enfin, moi, ça me fait rire, mais peut-être c'est pas drôle, peut-être c'est raciste, je suis désolée si ça l'est. Mais voilà, pour nous, c'était, avec ma mère, c'était un truc qu'on adorait se rappeler, parce qu'en fait, en réalité, 2 pays, ça veut tout et rien dire. Ouais. Chacun choisit, en fait, quel est son pays. Et donc, j'aime bien l'idée des fleurs de pays, parce que on y met ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a l'idée de juste on se pose la question d'où elles viennent, quoi. Ouais. Voilà. Super important. Le pays, c'est le terroir, en fait. Parce que je pense qu'on le dit pour plein de trucs en France. Je pense qu'on le dit pour le fromage. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, donc, mais c'est vrai que pour les fleurs, c'est plutôt, cocasse comme expression. Et donc, ça marque. Donc, tu vois, je l'ai retenu, évidemment. Qu'est-ce qu'elles te permettent, les fleurs?
Qu'est-ce qu'elles te permettent de vivre? Qu'est-ce qu'elles te permettent d'exprimer? Qu'est-ce qu'elles te permettent de créer? Etc. C'est cucu à mourir, mais j'ai juste envie de te répondre qu'elles me permettent d'être moi-même, en fait. C'est vraiment... C'est pas terrible. Non, si. Bah, je trouve que c'est hyper à l'image de tout ce que t'as dit avant, ça résume à fond. Donc non, c'est pas du tout cucu la praloche ou quoi. Voilà. J'adore. On va passer au rituel de fin, Joséphine, en 2 parties. Ouais. La première partie, c'est une question. Quel bénéfice majeur tu tires à avoir osé vivre cette vie de fleuriste? Je crois qu'on a déjà tout dit, en fait. Définitivement, être mieux avec moi-même. Et puis aussi, je pense que ça va ensemble. J'essaye à apporter de la joie autour de moi, quoi. Je pense qu'en fait, quand on est là où on doit être, on répand ça aussi autour de nous. Très bien. Ça te va? Ça me va très bien. La dernière invitation, c'est que tu nous racontes un grand moment, ou un petit moment, mais en tout cas un moment important que tu as vécu. Je te laisse la liberté dans quelle partie de ta vie tu as envie que ça se déroule. Et aux auditeurs et aux auditrices, je vous propose de fermer les yeux pour écouter Joséphine, qui est encore en train de réfléchir auquel elle va choisir. Il y a quelques années, je suis partie faire un grand voyage dans les pays du nord de l'Europe, en Finlande, en Russie, en Estonie, je crois. Et on était partis à 2 et j'ai séjourné, donc c'était en Finlande, dans une petite maisonnette. On avait trouvé ça, je sais plus comment, donc on était accueillis chez l'habitant. Une famille, vraiment, c'était un endroit très reculé. En plus, on était partis sans voiture. Ils étaient venus nous chercher, je crois, à la gare la plus proche. Et on avait été donc accueillis chez eux. Il y avait les 2 parents et un grand-fils, mais qui avait peut-être déjà une 40aine d'années et qui vivait avec ses parents. Et qui était, je pense, un peu simplé, mais très, très gentil, mais voilà, un peu en décalage. Et donc, il y avait deux maisons, celle où logeait la famille. Nous, on avait une petite dépendance à côté. Puis, il y avait aussi ça c'était génial, il y avait un sauna construit vraiment, c'était une cabane en bois à l'ancienne. Et on était littéralement au milieu de nulle part. Et le premier soir, très gentiment, nos hôtes nous invitent à partager le dîner avec eux. Et ils avaient fait un très très grand barbecue avec toutes sortes de viandes. Alors, bon, moi je suis pas forcément une grande viandarde, mais là c'est vrai que c'était séduisant parce qu'il y avait un tas de choses. Et puis il y avait aussi un peu la barrière de la langue. Et finalement, je crois qu'on n'a pas trop su ce qu'on avait mangé ce jour-là. Enfin, ils étaient sans doute allés, d'après ce qu'on a compris, à la chasse. Et puis ils avaient fait eux-mêmes des saucisses, bon, voilà. Et mais c'était délicieux, mais c'était un peu troublant. et puis finalement, après le repas, le fils nous dit, vous savez, en ce moment, c'est magnifique, c'est la saison des étoiles filantes. Alors moi, je savais pas qu'il y avait particulièrement une saison, mais apparemment, c'est le cas. Et donc, bien sûr, émerveillée par l'idée, je dis, bon bah super, on va aller, dans ce cas, après le repas, on ira faire une promenade, peut-être en espérant voir une étoile filante. Et donc, on est parti se promener à 2, et en fait, comme on était vraiment au beau milieu de la campagne, il n'y avait pas du tout d'éclairage public, c'était le noir total, ce qui est aussi bien sûr qui représente les conditions idéales pour observer les étoiles, mais qui, dans le contexte dans lequel on était quand même un petit peu terrifiant. Donc, on marchait sur cette route, il y avait personne, on voyait rien du tout, on n'avait même pas pensé prendre une lampe torche avec nous. Et puis on décide un moment de s'enfoncer un peu, de sortir de la route et de s'enfoncer un peu dans un morceau de forêt, parce que on avait l'impression qu'il y avait une sorte de promontoire, qu'en prenant de la hauteur, on pourrait mieux voir le ciel. Et donc on grimpe
cette espèce de petit chemin qui n'en était pas vraiment un. Et en fait, on tombe nez à nez sur le fils, dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui est vraiment sorti d'un buisson, mais qui nous a absolument terrifiés, ce qui sans doute n'était pas du tout son intention, mais voilà. Et donc nous voilà partis tous les trois monter jusqu'en haut de cette petite colline. Et je sais pas, c'est très difficile à décrire, mais il y avait une espèce de conjonction de oui, parce que la personne avec qui j'étais à ce moment-là, je m'en souviens très bien, m'a murmuré à l'oreille j'espère qu'on va pas finir en saucisse. Et donc il y avait cette conjonction de la peur qui littéralement nous prenait aux tripes, c'est le cas de le dire, parce qu'on était vraiment pas tranquille avec dans cet environnement. Et dans cet état-là, on est arrivé en haut de cette colline, et alors là, il y avait une vue, mais enfin indescriptible. Il faut que j'essaye de vous la décrire, mais c'était une étendue de ciel gigantesque. Ça m'a semblé, j'ai eu l'impression d'être face à vraiment une immensité que j'ai pas réexpérimentée après. Et c'était le noir total, et il y avait ces points de lumière hyper brillants et tellement nombreux. Et on s'est allongé par terre. C'était improbable, on s'est allongé par terre tous les trois. et je sais pas, il y a vraiment eu comme si le temps s'était arrêté, quoi. Il y a eu cette expérience d'instant suspendu. Je pense que il y avait ces trucs magiques où on se sentait minuscule, en fait. On se sentait vraiment rien du tout par rapport à toute la beauté qu'on avait sous nos yeux. Et en même temps, je sais pas, là, je le revis en vous racontant, je pense le sentiment aussi d'être tellement présent, quoi. Et voilà. Et la fin de l'histoire, c'est que on a finalement vu une étoile filante et pu tous faire un vœu. Et voilà, c'était magique. Waouh! Merci beaucoup, Joséphine. Avec joie. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 15e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Joséphine Givaudan et mes autres faiseurs de beau. C'est votre recueil bimensuel d'histoires sensorielles. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Et parlez-en. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? À très vite.